faut vraiment s'adapter aux mœurs de la nouvelle génération et faire en sorte qu'on réponde à leurs attentes, que ce soit sur l'apprentissage, que ce soit sur le fait de les hameçonner, on va dire, pour faire notre acquisition, de dire viens chez nous parce que c'est plus beau, parce que c'est plus sympa, parce qu'on se marre, parce que nos contenus sont quali, parce que tu vas avoir du podcast, de la vidéo, de la VR, des lives, etc. Et en fait, il faut aller chercher le jeune sur les leviers qui comptent pour eux. En fait, c'est ça. C'est pas eux qui doivent s'adapter à l'entreprise, c'est à nous de nous adapter à eux. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier. Je suis aujourd'hui avec Romain Durand, qui est le cofondateur et le directeur général du Permis Libre. On dit du Permis Libre ou de le Permis Libre ? Non, on fait cette phrase très difficile de dire de le Permis Libre. De le Permis Libre. Ouais. J'ai le même sujet avec le panier, tu vois. Je suis l'animateur de le panier. Exactement, bon on va se comprendre. Romain, je suis très heureux de t'accueillir. Tu as fondé lepermislibre.fr. Tout à fait. Avec Lucas Tournel, qui est ton associé. Et qu'est-ce que c'est le Permis Libre ? C'est une auto-école en ligne qui met en relation des candidats avec des enseignants spécialisés de la conduite, entre autres, mais tu le diras mieux que moi dans quelques instants. Yes. Vas-y. Du coup, le Permis Libre, c'est une plateforme, c'est une auto-école en ligne d'abord, et du coup qui fonctionne sur le modèle d'une plateforme de mise en relation entre des candidats d'une part au permis de conduire et d'autre part des enseignants de la conduite indépendants. Donc ces enseignants qui sont spécialisés, ils ont un diplôme d'enseignant de la conduite et c'est ce qui leur permet en tout cas de pouvoir enseigner. Donc nous, notre job chez le Permis Libre, c'est de mettre à disposition de ces enseignants et de ces candidats les parcours, les outils qui leur permettent de mener à bien chacun leur mission. Alors pour le candidat, c'est d'obtenir son permis de conduire et du côté de l'enseignant, c'est d'accompagner le candidat vers l'obtention du fameux permis de conduire. Le sésame dont on a tous envie quand on est provincial à 18 ans et un jour, peut-être moins souvent dans les grandes villes, mais tu me diras s'il y a des personas différents en fonction des zones géographiques, c'est une des questions que j'ai. Bien sûr. Vous cartonnez. Alors il y a quelques acteurs sur le marché et il y a notamment les auto-écoles qui sont installées là depuis presque 100 ans, puisque le permis depuis plus de 100 ans, c'est ça on a fêté les 100 ans du code de la route l'année dernière, tout à fait, les 100 ans du code de la route, et ça fait une petite trotte depuis l'instauration de ce code de la route. Alors nous on l'a fêté chez le Permis Libre il y a 1 an. Et je crois qu'en fait on le fête depuis maintenant 7 ans en l'améliorant chaque année, en rajoutant des briques sur ce code de la route pour offrir à nos candidats la meilleure des expériences qui soient. Un code de la route, mais on y viendra dans quelques minutes, chères auditrices, chers auditeurs, un code de la route que vous avez recréé vous-même à une époque, au tout début, pour innover, parce que ce qu'on vous fournissait comme info ou comme format, en tout cas, n'était pas satisfaisant. On a le droit de le dire à l'antenne, tu peux en parler ? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Ça va être fun. Plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires pour cette plateforme en 2021 sur une croissance de 200%. L'année précédente, vous aviez fait une croissance de 300%, c'est ça, en 2020 ? Tout à fait, ouais. Et une efficacité financière, j'ai envie de dire, et capitalistique plutôt bonne, puisque vous avez levé 1,5 million d'euros en tout. Tout à fait, auprès de Business Angel depuis notre création début d'activité en 2015. Vous allez lever encore ou ça suffit pour l'instant ? Alors, si on a besoin pour aider, booster notre croissance, on lèvera de l'argent, mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire que c'est pas une fin en soi, mais plutôt un moyen de parvenir à nos ambitions. Et c'est quoi vos ambitions ? Nos ambitions, c'est de devenir leader français de l'enseignement de la conduite. Donc très rapidement, de prendre le lead sur le marché et de pouvoir aller chercher des grosses parts de marché, en tout cas dans le permis de conduire, grâce à la plateforme, grâce à toutes les solutions assez innovantes qu'on sort. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Voilà.
Puisque, comme tu l'as dit, c'est une plateforme, il y a une offre, une demande, il faut les faire se rencontrer. C'est un enjeu dont on va parler. Mais ce premier enjeu, c'est devenir leader sur un marché qui est estimé à 1,2 million, c'est ça environ Exactement, c'est le premier examen de France. Je crois premier examen de France, il y a 700 000 bacheliers, c'est ce que tu me disais, mais 1,2 million de personnes qui passent le code et le permis. Le code et le permis, ouais. C'est le premier examen de France, effectivement, donc ça fait quand même un sacré paquet de monde à faire passer. Et puis on a des gens qui vont de 18, 25 à 35 ans pour passer l'examen. On en parlait tout à l'heure, mais dans les grandes villes, l'âge pour passer le permis est bien plus élevé que quand on est en campagne, en province, comme tu l'as dit. Et d'ailleurs, on voit que dans les campagnes, les zones rurales, semi-rurales, on a beaucoup plus de conduite accompagnée, puisque beaucoup plus vite la possibilité de conduire dès 16 ans avec les parents, puis à 18 ans, et un jour, comme tu l'as dit, boum, le permis de conduire qui tombe. Sujet qu'on abordera du coup, puisque 1,2 million de personnes qui passent le permis chaque année. Quelle est la part que représentent les auto-écoles ou l'autre qui en dehors des auto-écoles? On va appeler du coup les plateformes qui sont disponibles en France représentent à peu près 5% du marché français, et donc on va donner 95% du reste du marché actuellement aux auto-écoles classiques qui restent le concurrent principal des plateformes, évidemment. 5% pour les plateformes, ça fait 60 000, c'est ça, 60 000 permis par an. Il y a une belle marge de progression. Les écoles classiques sont votre principal concurrent. Et c'est ce dont on va parler un peu plus tard sur les leviers d'activation et les leviers marketing. Bref, un épisode qui s'annonce passionnant. On va peut-être commencer par le commencement, la genèse. Pourquoi et vous lancez avec quel objectif, quel enjeu, Alors, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes qui vont nous écouter, mais très simplement, avec Lucas, on a fait un constat qui est basique, c'est de se dire, dans notre entourage, on a 9 potes sur 10 pour qui soit ça s'est mal passé, soit c'était trop flou, soit il y avait trop de délais, soit c'était trop cher, soit ils ont eu des problématiques avec leur auto-école. Globalement, c'est un examen qui se passe pas toujours très bien, et même une formation qui se passe pas toujours très bien. Alors, il y a plein de choses qui expliquent cela, mais avec Lucas, on s'est dit, au moment où on était en pleine croissance, on va dire, on a été bercé par Airbnb, par Uber, qui étaient des plateformes de mise en relation, en fait. Et on s'est dit, le permis de conduire, ça pourrait fonctionner aussi, parce que finalement, le permis de conduire, c'est quoi? C'est du code de la route, et c'est de la réservation d'heures de conduite. Et en fait, tout ça, on l'avait sous le nez, avec les plateformes qui sortaient les unes après les autres. Et donc, l'idée, ça a été de se dire, est-ce qu'on peut transposer ce modèle à l'auto-école? Et en fait, la question, c'est, on y a vite répondu, et on a monté le projet en 3-4 mois. Mais comment était le marché avant? Un enseignant, il est attaché à une auto-école ou il est déjà indépendant? Alors, une auto-école, c'est un local d'activité, avec une vitrine, au moins un enseignant salarié, un véhicule double commande pour pouvoir enseigner, et voilà. Et c'était ça le marché, en fait. Et une salle de code, évidemment, au fond de la salle, et qui fait office d'auto-école, voilà, tout simplement. C'est hallucinant, j'ai passé le permis à, comme tu l'as dit, 18 ans et un jour. C'était hyper important. je suis strasbourgeois. Et je l'ai repassé. Donc je vous le donne en mille. Je vous le donne, Émile. C'était en 97, juillet 97. Et je l'ai repassé, du coup, il y a une dizaine d'années, le permis moto, à Paris cette fois. Et je pense que l'auto-école, alors qu'elle soit à Strasbourg ou à Paris, c'était 2009-2010, un truc comme ça, elle n'avait pas changé, quoi. Tu l'as dit, petit local, une salle au fond, mal éclairée, mal alimentée, mal aérée, pardon, un vieux projecteur. La salle sombre. C'est ouf, quoi. En 20 ans, ça n'avait pas changé. Bien sûr, mais en fait, moi je réponds souvent quelque chose de très simple, c'est que pourquoi est-ce que ça changerait? Il n'y avait pas de concurrence. Personne n'arrivait avec quelque chose de nouveau pour dire, en fait, cette salle sombre, elle doit changer. Et une salle sombre, elle va rester sombre le temps que ça fonctionne, en fait. Et le code de la route fonctionnait très bien jusqu'à maintenant. Enfin, jusqu'à qu'on arrive, en tout cas. Le permis libre, par exemple, avec une offre qui soit disruptive, qui soit complètement en ligne et qui fait qu'au lieu d'être dans une salle sombre, t'es dans ton lit, sur ton ordi ou ton portable pour passer le code, où t'es quand même beaucoup plus confort, on va dire. Et surtout, avant que ces plateformes arrivent, dont lepermislibre.fr, alors je vais pas dire un racket parce que ce serait un peu fort, mais je me souviens que moi, pour le permis, alors j'ai eu la chance, je l'ai fait que en 22 heures ou je sais plus combien, mais j'ai pas vraiment eu le choix sur le. Tu vois, on m'a dit non, paye des heures en plus, fais ci, fais ça, et pour la moto, c'était pire, quoi. Alors,
Je peux pas rentrer dans des polémiques de raquettes, bien etc. sûr, mais c'est pas le but. Mais en fait, si tu veux, Et le terme clairement est exagéré. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une opacité forte Oui. sur un marché qui était Oui. assez peu fluide. Oui. Donc raquette pour dire ça, quoi. Oui, t'as raison. Opacité forte et peu de fluidité. T'as tout dit. C'est ça. Il y a peu de fluidité dans la gestion des places d'examen. Donc peu de places d'examen égale je reprends des heures. Enfin égale tu reprends des heures avant de passer ton examen. Et tant que t'as pas le niveau, il faut le garder. Et tant que tu le gardes, on attend pour te filer une place. Bref. Au bout d'un moment, t'as ta place d'examen, t'as intérêt à ne pas le louper. C'est là que la pression est le plus forte parce que tu sais que si tu le loupes derrière, t'as du délai, du raquette, entre guillemets, où en fait, c'est juste pour te... Cette fois, c'est toi qui l'as dit. Ouais, c'est... Je vais sortir 7 extraits. On enregistre le 7 mars, on est en pleine. Tous les médias ce matin parlent de la désinformation et des fake news en Ukraine. Voilà comment ça marche. Ça commence comme ça. Mais oui, effectivement, il y a un vrai sujet autour de ça. Après, faut garder le niveau jusqu'à la place d'examen pour obtenir son permis de conduire. Voilà. Combien alors, avant que des plateformes comme vous viennent innover sur le marché, combien d'auto-écoles en France? Est-ce qu'il y a des regroupements déjà? Est-ce qu'il y a de l'innovation qui se fait quelque part? Est-ce qu'il y a du digital? Alors, globalement, on parle de 12 000 auto-écoles. Hein. C'est un chiffre qui change pas trop. On a effectivement des groupements, une association qu'on connaît tous qui s'appelle ECF, qui regroupait 1200 auto-écoles, je crois. C'est un label? Oui, c'est une association. Non, alors la tête est une association et après je pense qu'il y a une licence de marque ou quelque chose comme ça qui doit un tampon marqué ECF, etc. Vous avez d'autres groupements type ECR ou d'autres comme ça. Je sais plus exactement les noms, mais oui, il y a des groupements. Le plus gros étant ECF, et ensuite ça doit être représenté 500 auto-écoles, puis 300, etc. Et nous, on est arrivé sur ce marché où en fait, on avait surtout un marché qui était tenu par des syndicats globalement. C'est surtout ça, ce marché. C'est un marché qui est réglementé, très réglementé, dès qu'on arrive, qu'il l'est encore d'ailleurs. Et c'est un marché qui a à peu près 35 000 enseignants de la conduite pour les 12 000 auto-écoles, justement. Exclusif embauché, indépendant déjà Non, indépendant, ça existait quasiment pas en fait. Quand nous on arrivait, le modèle de l'auto-école, c'était une auto-école et des salariés. Il y avait des indépendants qui étaient un peu des enseignants volants, on va les appeler comme ça, et qui allaient d'une auto-école à l'autre parce qu'en auto-école, il y a une périodicité qui fait qu'il y a des moments forts et des moments beaucoup moins forts. C'est vraiment une saisonnalité. Et donc, il y avait des enseignants qui avaient compris que parfois, certaines auto-écoles avaient besoin d'aide sur les périodes de forte affluence et inversement, qui en avaient besoin beaucoup moins par la suite. Et donc, on avait quelques indépendants qui existaient, ceux qu'on est allé chercher au tout début du coup. Ok, on est en quelle année ? On est en 2015. 2015. Tout le monde peut ouvrir une auto-école, il faut un agrément, il faut passer un examen. Comment ça se danse ? Alors, tout le monde peut ouvrir une auto-école. Simplement, il faut faire une demande d'agrément auprès de la préfecture de sa région. La demande d'agrément, elle sert à enseigner à titre onéreux, c'est-à-dire pouvoir échanger une heure de conduite contre de l'argent. Ok, voilà. Pouvoir enseigner à titre onéreux. Exactement, c'est beau. Ouais, c'est bien dit. Ouais. Et vous l'avez eu ? Bien sûr. Sans problème. Décembre 2014, sans problème. On est passé devant un comité alors qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était composé de gens de la préfecture, de gendarmes, de pompiers, etc. Alors, je sais pas trop pourquoi, mais ils posent 2-3 questions et puis après on sort de la salle et puis on apprend qu'on a son agrément. Et donc que tu peux échanger à titre onéreux des heures de conduite. Voilà, exactement. Donc ça, c'est un premier point, c'est presque de l'admin. Alors ça, c'est de l'admin pur, mais c'est le point de démarrage de ton activité, parce que si t'as pas cet agrément, tu enseignes illégalement. Okay. Donc tu ne peux rien faire. Mais c'est pas une friction. Enfin, d'après ta description, j'ai l'impression que c'est assez simple. Non, c'est toujours simple aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est encore plus simple. Il y a plus de comités. C'est un dossier qu'on envoie. On dit OK, vous répondez OK des charges, pouf pouf pouf, et puis on vous dit OK, vous avez l'agrément. Et après, vous avez juste un contrôle dans vos locaux pour vérifier que vous avez rempli, comme vous l'avez déclaré, tous les points. Il faut un local de minimum 25 mètres carrés, avec une salle de cote isolée phoniquement et visuellement, un enseignant salarié et une voiture double commande. Et là, ça part. Mais ça veut dire qu'en 2014-2015, on n'est pas du tout du côté administration dans l'optique des nouveaux formats des plateformes et de l'enseignement de la conduite. Nous, on y allait en disant qu'on ouvrait une auto-école. Classique. Ouais. Jamais tu donnes l'objectif que tu as derrière, parce que sinon les mecs, ils vont devenir fous dès le comité. C'était volontaire. Ah, c'était clairement volontaire. On savait pas qu'on allait rentrer dans un monde aussi compliqué et aussi réglementé, mais on savait que on n'avait pas forcément des gens qui étaient à l'écoute ou qui souhaitaient être à l'écoute d'un nouveau marché.
Alors, c'est un modèle de résilience dont on va parler aujourd'hui dans le panier, parce que ce qui s'ensuit, tu vas le raconter un petit peu, mais je crois que tu l'as déjà raconté sur d'autres on pourra d'autres médias, donc vous pouvez creuser si ça vous intéresse, mais c'est quelques années de grosses galères pour finalement aujourd'hui, on revient sur cette période, mais être sorti de la difficulté et cartonner avec les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure. C'est un modèle de résilience. Il y a plein de boîtes où ça a été, d'autres startups de la French Tech française qui se sont éteintes avant d'être sorties de ces galères admin. Donc vous obtenez votre agrément en prétendant, ou en tout cas en annonçant la création d'une auto-école traditionnelle. Ouais. Alors, passe-t-il ensuite ? Très simple, 2 semaines avant l'ouverture officielle, on reçoit déjà une mise en demeure d'un syndicat qui nous dit vous êtes en activité syndicat de moniteurs. Syndicat, oui, de patrons d'auto-école, parce que les moniteurs, c'est un syndicat de patrons. Jusque-là, pour l'instant, ils s'en foutent. Ils sont employés, ils s'en foutent. Voilà. Et en fait, très rapidement, contrôle sur contrôle. Donc, sur les 3 premières années d'activité, tu comptes une quinzaine de contrôles. Donc, déjà, là, tu te dis, putain, mais c'est compliqué. Donc on prend les contrôles comme ils viennent, évidemment, parce que un contrôle, tu montes pas de blanche, tu dis ok, ça vient légitimer mon activité. Et très rapidement, en fait, on se retrouve dans une tornade administrative entre l'inspection du travail qui voulait nous coller de la dissimulation de salariés, la préfecture qui s'en mêle avec des communiqués de presse, des sujets beaucoup plus politiques qui commencent à rentrer en ligne de compte. Toutes les plateformes en avaient un peu pour leur grade, mais nous, c'était vraiment lourd, quoi. On était à Lyon, on était complètement déconcentrés, on était loin de Paris, et ça a commencé à être très compliqué. Et donc, il a fallu tenir 3-4 ans avec la croissance. On en parlait, mais on a passé le 1er million de chiffres. On a monté notre équipe à plus de 10 personnes. Malgré tout cela, on a réussi à faire des levées de fonds auprès de business angels qui ont réussi à nous suivre, donc qui ont cru en nous, en notre résilience en tout cas. Et ce qui nous a permis, du coup, en 2018-2019, d'obtenir un classement sans suite sur toutes ces histoires qu'on avait eues, et donc de clore le volet tribunaux en tout cas. Bon, je pense qu'il y a pas mal de littérature, en tout cas de couverture. Donc, chers auditeurs, auditrices, n'hésitez pas à les chercher si ça vous intéresse. Romain aussi est disponible bien sûr, sur LinkedIn si vous cherchez. 3 ans, c'est ça, hein? Ouais. 4 ans, 3-4 ans, 2019. Ouais, c'est ça. Putain, faut serrer les dents. Ouais, alors, t'as de la croissance, tu passes le million en 2018, ouais, c'est ça. 10 personnes, tu l'as dit, c'est super, mais... est compliqué parce que pour revenir un peu là-dessus, c'est que t'es en pleine croissance, tu dépenses de l'argent, on le reviendra, mais tu vas sur les leviers web, tu fais du AdWords, tu fais de la notoriété sur Facebook, sur Insta, etc. Et du jour au lendemain, t'as des articles placardés de partout qui disent le permis libre, fermeture administrative, le permis libre, l'auto-école illégale. Et là, en fait, tu te dis, mais en fait, mes leviers, je peux creuser encore longtemps, hein, mais le consommateur, une fois qu'il a vu que l'auto-école, elle est illégale et qu'elle risque de fermer parce que la presse te dit ça, tu vas pas mettre ton fric là-bas. C'est pas possible. Tu dépenses pas 700 € dans ton permis de conduire chez le permis libre quand on te dit que ça va fermer. Parce que tout le monde a en tête le nombre d'auto-écoles tous les jours ou toutes les semaines qu'on a où on dit le gérant est parti avec l'argent des consommateurs ou des candidats. Et là, nous, on était gros. On commençait à grossir en tout cas. On faisait du bruit. C'était dans la ville de Lyon. Alors, on était présent dans plein d'autres villes, mais en fait, ça résonne au niveau national. Et oui, c'est compliqué d'assurer une croissance, de tenir tes équipes aussi, qui se disent mais en fait est-ce que c'est vraiment légal cette boîte? Et donc en fait tu mets tout le monde dans le doute et il faut continuer de tenir, donc avoir les épaules solides pour te dire ma com, je vais continuer de la gérer, je vais réussir à faire de ces problématiques une force et de ressurgir tel un phénix, tu vois, qui renaît de ses cendres et qui se dit ok, on est là, on a gagné, on continue. Et c'est ce qui s'est passé à partir de 2019 où la croissance a repris de plus belle. C'est formidable. Moi, dans une de mes boîtes, j'ai été attaqué par un très très grand, alors que moi j'étais tout petit, minuscule. Ça a duré 3 ans et ça nous a éteints, je pense. Ouais. En termes de coûts déjà, parce qu'on faisait pas beaucoup d'argent, on était autofinancé. Et puis en termes de motivation, c'est dur, quoi. C'est dur. Est-ce que... Alors il y a plusieurs plateformes comme le permis libre. Est-ce que tu sais si les autres sont passés par les mêmes... Alors, les autres en ont pris pour leur grade, c'est ce que je te disais, de la même manière que nous, ils ont eu des problématiques, on a chacun eu un peu donc c'est une guilde sujets. Qui s'attaque, qui refuse l'innovation et le changement. Clairement. Ah oui, bien sûr. Si tu veux rigoler, tu vas voir les derniers posts des syndicats auto-école. Aujourd'hui, les mecs, ils sont là à te parler du UX, à te parler de produits, à te parler d'Internet, etc. Ça fait 7 ans que les mecs, ils veulent pas entendre parler de l'innovation, de l'Internet, etc. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire, c'est barge. Génial, je rebondis là-dessus.
quand tu veux faire ton permis en ligne, il te faut de la ressource. Le permis, c'est une quarantaine de questions, je crois. Le code de la route. Le code de la route, pardon, c'est une quarantaine de c'est ça, fait, ouais. bêtise, Non, t'as raison, c'est une série de 40 questions. Ouais. Et pour avoir le code de la route, il faut faire 35 réponses justes sur 40. Donc t'as le droit à 5 fautes. Et alors, pour les vieux comme moi, quand je l'avais passé il y a 30 ans, c'était simple. Tu vois des feux stop, il faut s'arrêter. Ouais. Putain, il y a 10 ans, et même, je crois récemment, j'ai vu des questions sur des niveaux d'émissions de pollution. Enfin, c'est allé beaucoup plus loin que ce que j'avais fait à l'époque. 2016, je crois que c'est 2016, réforme du code de la route. On remet à jour un petit peu la base de code. On ajoute des questions sur l'environnement, des questions sur la pollution, sur pas mal de choses autour de l'environnement globalement, je dirais, plus une revisite, on va dire, des photos de code sur pas mal de sujets divers et variés. Mais globalement, le code n'est pas plus compliqué. Je veux dire, il y a beaucoup de bon sens dans les nouvelles questions. Et après, il y a de l'apprentissage comme tout. Hein. Si on n'y va pas prêt, on n'y arrive pas. Je veux dire. Tu dis qu'il y a une nouvelle version qui arrive en 2016. Ouais, c'est ça, mais vous êtes créé avant. Ouais. À qui appartient le code de la route? Alors, les questions officielles ou les questions... Le code de la route, c'est l'État. L'État détient, je crois, une banque de 800 à 1000 questions pour l'examen théorique qui existe aujourd'hui. Et nous, au départ, on passait par le plus gros prestataire de code de France, que tout le monde connaît, tout le monde a eu ses bouquins, etc. Et en fait, ça nous suffisait plus. Les technos étaient moches, c'était pas beau, ça allait pas dans notre site internet. Et on s'est dit, ok, ils veulent rien faire, ils veulent pas se moderniser. C'est pas grave, on va créer notre code de la route. Et t'as le droit? T'as le droit, le code n'est pas réglementé. Le code n'est pas. Le code n'est pas réglementé. C'est quand même dingue de dire ça, ouais. Non, le code n'est pas réglementé. L'examen. Moi, je peux créer un code de la route. Oui. Enfin. Un examen du code de la route. En fait, il faut quand même le faire valider et tamponner. Non, pas du tout. En fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas le donner à des clients et puis ils vont revenir avec des avis avec une étoile sur 5 en disant mais ton code il est pourri. Okay. Parce qu'ils l'auront pas leur examen final, parce que malgré tout, bon, il faut répondre à un certain nombre de questions, répondre à un certain nombre de règles qui sont celles du code de la route. Et donc, on a pris une voiture, 2 voitures. On est parti avec les appareils photo, avec les GoPro à l'époque aussi. Et on a commencé à créer notre code de la route. Alors, on l'a créé de 2 manières différentes. La première, c'était de dire on crée des questions et on trouve les photos qui correspondent. Et l'autre, c'était de dire on fait des photos et ensuite on créera les questions dessus. Les 2 solutions présentent des avantages et des inconvénients. Il n'y a rien qui est simple de toute façon. Au début, on se disait c'est pas compliqué. En fait, c'est très compliqué jusqu'au moment où il faut appeler ses potes pour avoir plusieurs bagnoles sur un rond-point, sur une zone de stop, sur un stationnement. Il faut trouver une moto parce que il y a les motos aussi dans le code. Puis il y a les vélos et puis maintenant il y a la micromobilité, les trottinettes, les skateboards, les rollers qui sont rentrés dans le code de la route assez récemment. Donc en fait, on a passé pas mal de temps à créer ce code de la route jusqu'à arriver à 1500, 2000 questions et avoir un code qui commençait à ressembler à quelque chose de bien, avec des taux de réussite acceptables, avec des gens qui nous disaient votre code est super bien, on apprend bien, etc. Et en fait, il se trouve que chaque année, on l'améliore, on refait des photos, on remet des photos à jour, avec la data maintenant. Donc c'est toujours aujourd'hui votre set de... Ça a changé quand même, ça a pas mal évolué parce que la data s'est mise dedans et on a trouvé les questions qui étaient trop faciles, celles qui étaient trop dures, on a remixé un petit peu tout, mais aujourd'hui, on retrouve dans la base de photos, de photos des potes qui ont été filmés, photographiés, les vieilles voitures qu'on avait, etc. Voilà. Alors j'ai mal formulé ma question, mais c'est toujours aujourd'hui vos contenus. Oui. Alors ce seront toujours nos contenus. Tu peux pas te plugger sur un... Enfin, c'est quand même une belle barrière à l'entrée, ce qui est bien parce que du coup, ça fait une barrière à l'entrée. Mais tu peux pas le plugger chez, je sais pas, les acteurs traditionnels. Ah bah je pourrais. Il faudrait que moi, par exemple, je mette à disposition mon code aux acteurs traditionnels. Le contraire servira à rien puisqu'aujourd'hui on a un code qui est ultra efficace, qui fonctionne bien. On a des équipes pédagogiques en interne qui bossent sur le code, mais sur bien d'autres choses également, et qui nous permettent de tout faire chez nous, ce qui est un vrai avantage. C'est hyper intéressant. Mais comme dit, c'est ça vous a pris combien de temps? On est en 2015-2016 là. On est en 2016, 2015-2016. On a mis 6 mois à peu près. Okay. Et après, du travail continue de toute façon. Okay. Donc 2015, vous obtenez l'agrément pour être école de conduite. Le permis, je peux le faire financer aussi, non, par un OPCO? Alors oui, à partir de 2017, on peut faire financer son permis de conduire par les OPCO. Donc quand vous travaillez, vous cumulez ce qui est du compte personnel de formation maintenant, ça s'appelle le CPF, depuis ça arrive en 2019. Mais jusque-là, on pouvait financer avec les OPCO. Donc, je suis salarié, je veux financer mon permis de conduire. À partir de 2017, on dit oui, votre OPCO peut vous financer votre permis de conduire dans le cadre professionnel, évidemment. Et donc, nous, on se lance là-dessus en parallèle.
C'était pour nous un nouveau relais en fait d'acquisition de candidats, une nouvelle typologie de candidats, parce qu'on n'était plus sur des candidats classiques entre guillemets qui ont 18-20 ans, 18-25 même, là on est plus sur du 25-35. Et là c'était long, là c'était des dossiers tripartites, fallait envoyer tout ça par courrier, que ça renvoie vers nous, que ce soit accepté, etc. Mais une fois que c'était fait, on pouvait commencer à... T'étais organisme de formation, quoi. J'étais organisme de formation, tout à fait, dès 2017. Je pense que ça s'est vachement compliqué ces dernières années. Alors certainement volontairement et pour cadrer, j'imagine un peu. Alors je parle pas de la conduite uniquement, tu vois, nous aussi on l'est, organisme de formation, je sais que c'était... Tout à fait. Ouais. Alors, ça s'est compliqué, en tout cas, on a dû tous passer les fameux... je suis en train d'oublier le nom, l'agrégation là, pour devenir organisme de formation depuis 2021. Mais globalement, pour le consommateur, c'est devenu ultra simple. Ce qui était compliqué avant est aujourd'hui très très simple, et c'est pour ça qu'il y a un vrai carton aujourd'hui avec le CPF, que ce soit dans le permis de conduire, dans les cours d'anglais, quelle que soit la matière, aujourd'hui c'est vraiment bien. Ce que je cherchais c'était Calliope, c'était d'obtenir le Calliope, le fameux nouvel agrément qui permet de dire on respecte toutes les cases, et évidemment on les respecte. Le nouveau sésame. Donc, vous avez l'agrément, vous avez, le premier agrément, en tout cas, école de conduite. 2 ans plus tard, le second. Vous serrez les dents et vous faites front face à ces attaques qui vous empêchent de faire du business. Malgré ça, vous faites de la croissance, vous faites quelques levées, c'est ça, auprès de Business Angels. Vous créez votre propre code de la route. Enfin, votre propre set d'images, d'assets, nos exercices de la route. Il reste, pour ce lancement, à faire un site et à le faire connaître. Sur la partie site, vous faites ça en interne. Quel est votre background Alors, moi, j'ai fait du droit, donc j'ai rien à voir avec tout ça. De loin. Alors, on pourrait dire que non, mais ça a dû bien servir sur les 4 premières années. T'as raison, ça m'a aidé beaucoup au départ. Mais je veux dire, ça avait rien à voir avec. C'est un vrai hasard, mais ça a rien à voir avec la tech, si tu veux. Parce qu'aujourd'hui, on est une boîte tech, clairement. Lucas, lui, a fait un DUT génie civil pour faire de la promotion immobilière au départ. Donc absolument rien à voir, si ce n'est qu'il avait de bonnes bases de négociation, d'économie, etc. Et en fait, donc le premier site, on l'a fait monter par une agence, jusqu'au moment où on a compris qu'en fait, il nous fallait du monde en interne. Et ça, c'est arrivé en 2016. Notre premier développeur qui est resté notre CTO pendant quelques années, après notre première levée auprès de Business Angel d'environ 170 000 euros. Donc ça, c'était 2016. Et puis après, on a enchaîné d'autres petites levées en 2017-2018 de 400 000 puis 600 000 euros. Et la dernière en 2020, quand il a fallu remettre un coup de boost, après 2019, le classement sans suite, où là, on a repris une croissance, et une croissance telle qu'on s'est dit, faut pas lâcher là, on continue. Et là, on a réinjecté 400 000 euros via des business angels toujours dans la boîte, ce qui nous a permis de créer ce qu'on disait tout à l'heure, les 300% de croissance, les 200% ensuite, etc. Enfin, c'est les 400 000 euros les mieux investis de l'histoire. Je pense. 300% de croissance, puis 200% pour arriver à quelques dizaines de millions de CA, c'est cool. Alors, je reviens, pardon. Vas-y, non, j'allais dire, peut-être les mieux investis, mais peut-être les plus risqués aussi, parce que le moment où nos investisseurs ont mis l'argent, c'était pas les meilleurs moments pour investir dans la boîte, et il a fallu quand même avoir du courage, on va dire ça comme ça, pour mettre l'argent au moment où c'était pas terrible en termes de visibilité juridique, en tout cas. Qu'est-ce qui les a convaincus ? La résilience qu'on a eue avec Lucas, je pense, notre manière de fonctionner depuis le début. Au moment où ils investissent, le classement sans suite est tombé ? Alors, ils ont investi avant que le classement sans suite tombe et juste après. Donc, en 2 fois les 400. Non, il y a eu les 600 où ils ont investi juste avant que ça tombe, et ensuite les 400, c'était quand même beaucoup plus certain. Mais les 600, ils étaient courageux. Ils étaient. C'était un sacré pari. C'était un sacré pari, mais en même temps, il y avait un marché qui était là. On fonctionnait alors qu'on avait toutes ces problématiques au-dessus de la tête, et nos business angels, qu'on remercie tous les jours, mais nous ont dit, en fait, on y croit parce que vous avez un beau biz, et surtout, vous êtes solide, en fait. Lâchez pas, quoi. On est derrière vous. Les business angels du premier jour sont les mêmes qu'on remis au pot ? Il y en a eu des nouveaux, j'imagine, mais... Oui, globalement, oui. Globalement, on va dire, les 5 à 10 premiers qui nous ont toujours suivis sont toujours là et remettent. Et comment est-ce qu'ils ont été pendant cette période ?
Présent, responsive, c'est des gens qui étaient dans le Oui. milieu, ils étaient... Non, pas du tout. C'était alors il y en a qui avaient investi parce que c'est leur métier, d'autres par plaisir, d'autres par vision, on va dire. Mais globalement, ils étaient là. Ils savaient ce qui se passait puisque à eux, on leur disait, c'est un peu des papas du business. Hein. Quand tu les appelles parce que quelque chose va pas, t'attends à ce qu'il y ait une réponse. Et eux, ils sont là pour ça parce que ils sont passés par là plus ou moins avant toi, et donc tous les conseils qu'on a pu nous donner étaient bons à prendre. Et après, nous, on fait notre petite salade de conseils, et puis on ressort le meilleur, et on se dit, OK, c'est ça qu'il faut faire. C'est un enjeu d'arriver à communiquer, garder la tête haute. Il faut vendre de l'optimisme et de l'enthousiasme. Ça s'apprend, ouais. Dans une période de crise. Ouais, alors t'as raison, ça s'apprend, ça se gère aussi. Parce que parfois c'est pas facile, tu peux te faire engueuler, te faire motiver, te faire pousser, te faire mettre des coups de pied aux fesses. Il y a plein d'étapes, et après tu te dis... Tout ça en ouvrant ton nouveau courrier d'avocat et ta nouvelle mise en demeure. Ouais, exactement. Et là tu te dis, OK, mais c'est pas grave, eux ils croient en moi j'y crois. Et puis derrière on a des candidats, on a des enseignants, on a une équipe, on va continuer. Et là tu respires fort et c'est reparti. OK. Et ça y va. OK. Romain, en faisant ce bruit, a effectivement regonflé le torse. On bombe le torse. On reste dessus là, pour terminer, mais des conseils à donner, des apprentissages sur cette période en termes de gestion de tes investisseurs et ta croissance. Je crois que, comme nous, on l'a toujours dit avec Lucas, parce qu'on a été élevé comme ça, on a été éduqué comme ça, et de toute façon, c'est ce qu'on essaie d'inculquer à nos équipes en interne. La communication est la base de tout, et la communication, c'est vraiment important. Alors attention, après, il y a le fond et la forme. Faut pas se tromper, faut dire les choses correctement. Il faut aussi trouver la bonne jauge, trouver comment dire quelque chose de la bonne manière. Donc on revient au fond, à la forme. Non, la communication, je pense que c'est très très important. Super. Je reviens à ma question initiale il y a 5 minutes. Vous aviez le code, vous aviez les agréments, il fallait un site, vous le confiez à une agence pour commencer. Est-ce que ce que vous livre l'agence vous permet déjà de commencer à travailler? Mais vous réalisez qu'il y a beaucoup de travail et donc vous internalisez l'équipe, c'est ça? Ouais, exactement. Quand ils nous livrent le site, on se dit c'est super. Et en fait, très vite, on se dit mais il manque ça. Et puis là, tu demandes le devis et on te dit OK. Déjà, ça va prendre du temps. Et puis en plus, pom. Et t'as le chiffre à la fin et tu dis OK, on a tout intérêt à internaliser vite. Et arrive notre premier CTO, Bertrand, puis Adrien, qui est l'actuel CTO, qui a pris le lead maintenant. Et donc là, on a commencé à faire le site internet plus, donc avancer, défaire ce qui avait été fait au départ par l'agence et refaire un petit peu. Et là, par une aventure de folie avec de la nouvelle feature en permanence, des nouveaux services pour les enseignants, pour les candidats aussi évidemment. Et en fait, une plateforme qui a commencé à se reconstruire avec beaucoup plus de vision. Qu'est-ce qu'on fait dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans? Et là, interviennent de la même manière d'autres équipes qui commencent à grandir. La com, l'acquise, le service client, évidemment, très important. Voilà. Cool, on y viendra dans une seconde. Donc, on a le site avec l'agence plus en interne, le code, l'agrément. Comment est-ce qu'on se fait connaître? Comment est-ce que vous lancez au début? Au départ, c'est une agence de relations presse, Ben, qui était indépendant, qui était plutôt bien implanté à Lyon et qui commence à nous dire va falloir faire un peu de presse, les gars. Donc faire un petit peu de télé, faire un petit peu parce que c'est très grand public. Oui. Et je pense qu'en plus, comment est-ce qu'on trouve une auto-école aujourd'hui? Non, en 2015, enfin 2016. En 2015-2016, c'est l'école où ton frère, ta sœur, ton cousin, ton meilleur pote a passé le permis. Et en fait, l'auto-école, on peut la réduire à une zone de chalandise qui est de l'ordre d'un quartier. Je veux dire, donc en bas de chez toi, il y a forcément une auto-école. Ou pas loin, à 100 mètres autour. Et donc, tu vas forcément dans l'auto-école la plus proche, sauf à ce que celle un peu plus loin, t'as été déjà conseillé. Beaucoup de bouche à oreille. Beaucoup. Parce que une auto-école, finalement, c'est ta relation avec l'enseignant. Et si ta relation avec l'enseignant est bonne, ton permis se passera bien globalement. C'est ça qu'il faut retenir. Si ta relation avec ton enseignant est bonne, avec ton auto-école est bonne, ta relation avec le... Non, ton enseignant. C'est avec lui que tu passes du temps. Ouais. Tu vas conduire 35 heures avec lui à peu près, en moyenne, en France. 35, c'est ouais. C'est 20 la limite, c'est ça? Il y avait moins de monde avant sur la route. Non, mais attends, j'avais pas cette donnée, moi. Ouais, 35 heures en moyenne. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi C'est aujourd'hui en moyenne, 35 heures. Mais c'est une moyenne pour 32. Le passer, mais c'est quoi le nombre légal d'heures pour passer le permis? 20 heures minimum. 20 heures minimum. Ouais. Putain, il faut compter 35. Ouais. Ouais, c'est pas facile. Il y a du monde sur la route, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de styles. Le code de la route est de plus en plus gros, complexe, etc.
j'étais un peu dit le contraire tout à l'heure, mais non, il y a beaucoup de règles à prendre en compte. Donc ouais, on prend du temps à apprendre à conduire. Et à la rigueur, tant mieux. Et je suis certain qu'il y a une corrélation avec la baisse du nombre de morts sur la route ou d'accidents. J'espère. Oui, non, je déconne, bien sûr. Non, plus on apprend, meilleur on est, et meilleur on est, moins on est censé avoir d'accidents. Après, c'est plus de la sensibilisation à la sécurité routière qui je pense, est un vrai acteur du nombre décroissant de morts sur la route. Ok. Donc on a tout ce qu'il faut pour commencer, on lance. Je dis on, c'est un peu paternaliste, j'en sais rien. Bref, vous lancez DRP. Fast forward 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, on est en 2020, 2021. Les soucis juridiques sont derrière vous. Bien derrière vous. Vous enchaînez des croissances de ouf. Enfin, des x3, x4 sur les plutôt cool. Raconte-moi un peu le marché aujourd'hui, ce qui a changé. Et j'aimerais ensuite savoir, on abordera votre développement là-dedans. Et dans le marché, je veux bien que tu me racontes qui passe le permis. Ouais, pas de problème. Alors... Depuis 3 ans, on va faire 2019-2021. En gros, le marché, si on commence par une grosse part de notre audience, c'est les 18-25 ans. C'est une génération qui est ultra connectée, qui veut tout de suite. C'est l'instantanéité qui prime. C'est la génération au départ Facebook, qui est de moins en moins existante, Instagram, puis réellement Snapchat et TikTok. Ça fait 2 ans, Snapchat, TikTok, c'est la folie. Et ça, c'est la génération qu'il faut qu'on cible. On va la cibler par des contenus qui sont les contenus qui sont leurs mœurs, en fait, finalement, leurs usages. Aujourd'hui, tu fais une vidéo un peu sympa de 10-15 secondes où tu te marres sur une danse sur TikTok, ça va leur parler. Mais ça, tu l'enroules autour du code de la route, autour de la conduite. Alors, Et donc cette catégorie de population sur le 1,2 million de personnes qui passent le permis chaque année, c'est quoi ? En fait, c'est la génération... Alors, j'ai pas les stats exactes, mais c'est peut-être 60-70% des gens, parce qu'en fait, c'est les 18-25. Et aujourd'hui, que t'es 18 ou 25 ans, de toute façon, les réseaux sociaux, c'est ceux qui sont en vogue, c'est TikTok, c'est Snapchat encore, Instagram, bien sûr. Mais Facebook, des gens qui ont 18 ans, je sais pas s'ils s'inscrivent aujourd'hui. Non, mais est-ce que... certainement, peut-être un peu moins. Ouais. Mais le point est que sur le 1,2 million de personnes qui passent le permis, c'est à peu près, en tout cas chez vous, une représentation ouais, 18-25, on a une grosse partie de 18-25 et effectivement, où là on adapte nos contenus en permanence. Il faut vraiment, je te le disais, s'adapter aux mœurs de la nouvelle génération et faire en sorte que on réponde à leurs attentes, que ce soit sur l'apprentissage, que ce soit sur le fait de les hameçonner, on va dire, pour faire notre acquisition, de dire viens chez nous parce que c'est plus beau, parce que c'est plus sympa, parce qu'on se marre, parce que nos contenus sont quali, parce que tu vas avoir du podcast, de la vidéo, de la VR, des lives, etc. Et en fait, il faut aller chercher le jeune sur les leviers qui comptent pour eux. En fait, c'est ça. C'est pas eux qui doivent s'adapter à l'entreprise, c'est à nous adapter à eux. Et en fait, en 3 ans, on l'a vu parce qu'on est passé de petites équipes, on va dire, au market, à de grosses équipes, vachement centrées sur le contenu. De la même manière, je peux te parler de la micro-influence. On va chercher des micro-influenceurs qui ont des petites communautés. Alors, des petites communautés, ça va de 80 à 100 000 personnes quand même, mais qu'on va chercher sur du réel. Tu prends, je sais pas, un influenceur qui s'appelle Arthur, peu importe, il n'existe pas, hein, c'est un lambda, mais Arthur, il va passer son code de la route avec le permis libre. Il va le raconter à ses followers, où Arthur il va passer son permis complètement et puis il va le raconter aussi. Et en fait, nous on va jouer avec du TikTok, du Insta, à se balancer des balles en fait, des micro-influenceurs à nous, nos contenus, et on va aller chercher cette génération qui a aussi besoin de passer le permis de conduire. C'est cool, ça colle parfaitement. Est-ce que on a sauté directement dans les leviers d'activation et de marketing, mais ça me plaît. Est-ce que vous auditez d'une certaine manière les gens qui s'inscrivent, les jeunes qui s'inscrivent ? Alors t'es pas obligé, j'imagine, de mettre tes réseaux sociaux, mais est-ce que... Alors, nous, on a une équipe data qui est composée de 4, bientôt 5 personnes, qui va chercher toutes ces données. On est branché dans tous les sens avec tout ce qui arrive chez nous. On crée des personas, forcément, que ce soit sur les parcours, donc comment j'apprends le code puis la conduite, est-ce que ça me correspond, mais également sur de l'acquisition directement. Et après, sur l'acquisition, je passe un peu du coq à l'âne, mais sur l'acquisition, derrière, on va aller faire un peu comme tout le monde. On a du AdWords qui va forcément fonctionner. On a de la publicité qui va être beaucoup plus ciblée avec des contenus beaucoup vidéo, plus que photo aujourd'hui, sur du Instagram, du TikTok, etc. On va faire en sorte d'aller chercher des grosses communautés un peu partout. Et en fait, tu as 2 sujets là-dedans. Tu as l'acquisition directe, mais tu as la notoriété aussi qui t'aide à faire de l'acquisition. Forcément, plus ta notoriété est grandissante, plus on va te voir, plus on va se dire c'est facile, ouais. C'est le sujet de la répétition en fait. Ma question était en fait surtout de dire que
alors vous communiquez pas forcément sur le nombre de personnes qui passent le nombre de clients, mais si tu as 2 tiers d'entre eux qui sont des 18-25 ultra présents, ultra actifs sur les réseaux sociaux, comment est-ce que tu peux les onboarder, leur donner le contenu, les assets, j'en sais rien, l'envie d'aller poster que le permis libre les aide à... Alors ça c'est vraiment... alors je peux te dire que c'était 110 000 nouveaux candidats au permis de conduire l'année dernière, pour te donner un chiffre, en 2021, mais ça c'est... 110 000 nouveaux candidats qui se sont inscrits chez nous. Chez le permis libre. Okay. Tout à fait. On en a de plus en plus qui communiquent. Donc 110 000, t'as 70 000 jeunes qui potentiellement ont quelques centaines de copains sur les réseaux sociaux. Alors c'est exactement. Je crois que c'est assez compliqué aujourd'hui de les faire communiquer sur nous. Alors pour ce faire, il faut un attachement fort à la marque. Il faut aimer le produit. On en a beaucoup qui partagent du Le Permis Libre. Maintenant, je crois pas que ce soit dans les mœurs de cette génération de tout le temps mettre en avant, à part quand tu fais de la micro-influence. Je veux dire, c'est des gens qui sont tellement sursollicités en fait par la publicité, par les marques qu'ils affectionnent, par les applis gratuites aussi, par tout ce qui les entoure que pourquoi le permis libre plus qu'une autre? Alors c'est une question à laquelle on doit répondre, hein, évidemment, je la pose pas, mais c'est dans notre job de faire en sorte que le produit soit beau, que le produit soit intéressant, que le code soit facile à obtenir, que tu vois toutes ces choses autour de l'examen qui font que le candidat il va aimer passer son permis de conduire avec nous et qu'il va pouvoir en communiquer derrière. Mais je crois pas qu'on puisse le résoudre en 1 ou 2 phrases ou 2 explications. C'est un ensemble de leviers qui vont faire que à un moment donné, l'attachement à la marque sera tellement fort, sera tellement visible que le candidat va en parler de lui-même. Je me demande si je pose la question maintenant ou plus tard, mais en fait, allons-y, on est dessus. Je continue à penser réseaux sociaux et je me dis que le fait d'avoir votre propre set d'assets du code de la route, comme tu es en permanence sur la route, elle mettre à jour, tu es aussi en permanence, tu as la possibilité de prendre des photos, de la vidéo, enfin en tout cas d'alimenter ta base d'assets que tu peux poster sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ? Alors oui, c'est quelque chose qu'on fait. Nous, on a une équipe pédagogique. Enfin, c'est une équipe qu'on appelle l'équipe pédagogique qui travaille énormément avec les équipes contenus qui sont au market et on tourne en permanence, que ce soit sur la route, que ce soit dans les bureaux. L'idée, en fait, ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est que la création de contenu aujourd'hui pour la génération qu'on vit, elle est essentielle. Il faut jamais s'arrêter, il faut en donner toujours plus, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a une génération qui scrolle, mais qui scrolle très très vite et de plus en plus vite. Et donc, on doit nous être présents, faire de la répétition sur le scroll aussi. Donc si demain, je prends l'exemple de TikTok parce qu'il est assez énorme, mais aujourd'hui on a plus d'1 million de likes. Ça veut dire qu'on a des vidéos qui ont fait des milliers de likes parce qu'elles correspondent à la cible, parce qu'elles correspondent au nombre de scrolls que font les gens. Et finalement c'est comme ça qu'on arrive à hameçonner. C'est assez abstrait en fait d'expliquer ces nouveaux systèmes et la nouvelle manière de consommer de la jeune génération, mais elle consomme très vite et nous on doit suivre ce rythme. Parce que sinon, en fait, on est vite effacé par une autre marque qui est beaucoup plus présente. Et vous avez, alors je comparais aux autres plateformes qui existent, mais vous avez presque 120 000 followers effectivement sur TikTok. La dernière vidéo fait 100 000 vues. Il y a une vidéo un peu plus loin qui a fait 1 million. Ouais. C'est un bel usage. C'est un bel usage avec des jolis buzz quand on est au bon moment, au bon endroit. Et après, la difficulté est de convertir ce buzz en achat. Parce que c'est le nerf de la guerre, on fait pas ça pour s'amuser. Enfin, on fait ça pour s'amuser, mais pour convertir aussi du monde, pour amener du monde. Et donc, en fait, aujourd'hui, ça a énormément d'avantages sur de la notoriété pure. C'est-à-dire qu'on connaît le permis libre, mais il faut maintenant parce que TikTok, c'est très récent. Donc, aujourd'hui, tu vois, TikTok amène des nouvelles façons de pouvoir consommer, de pouvoir acheter via sa plateforme, mais c'est pas encore au point comme Instagram, par exemple. Oui, alors tu passes très, très rapidement du haut de funnel au bas de funnel, de se faire connaître, enfin faire du buzz à faire acheter, alors que tu es sur un produit qu'on achète une fois dans sa vie, peut-être 2 fois, permis voiture puis permis moto, j'en sais rien. T'es pas sûr de tomber au moment, enfin il y a des difficultés quand même dans ta communication et donc, entre passer du buzz à passer à l'achat, il y a aussi passer du buzz à rester en top of mind pour le gamin qui voit, comme un vieux, mais le mec de 16, la nana de 15 ans qui passera la conduite accompagnée dans 1 an et il faut qu'elle y repense à ce moment-là, quoi. Exactement. Alors t'as ça, c'est la première difficulté, c'est de faire ton acquisition auprès des clients, et puis après t'en as une deuxième dont on n'a pas parlé, c'est de les maintenir chez toi une fois qu'ils ont acheté, parce que quand tu te mets sur le code de la route, qu'est-ce qui t'empêche de cliquer en haut à droite sur la fenêtre et d'aller rejoindre tes potes, d'aller faire un barbecue, d'aller faire autre chose en fait que de passer ton code de la route, tu vois. Et donc là, nous, on a énormément de travail à ce niveau-là aussi, qui est lié au contenu qu'on produit pour hameçonner, mais aussi pour maintenir chez nous.
Parce que passer le code de la route, c'est pas forcément drôle. Enfin, ça amuse pas grand monde, je pense. Et nous, on doit trouver une manière de les faire accrocher, de les faire rester sur le site internet et de leur faire passer le code de la route. Le code de la route, vous le vendez à partir de 19 €. C'est 19 €. C'est 19 €. Dispo 12 mois, en illimité, autant C'est ça. que tu veux. Ensuite, je dois payer pour l'examen? Ouais, je sais plus si l'examen est payant. Tout à fait. Alors, l'examen, il est payant auprès d'opérateurs privés comme La Poste. Mmh. N'importe quel centre La Poste, c'est 30 €. Ok. Voilà. 19 €, c'est à peu près un prix marché sur les plateformes. Ouais, on est entre 19 et 49. Ouais. Valable 1 an. Est-ce que tu as beaucoup de churn? Est-ce que tu sais si des personnes arrivent chez vous alors qu'elles étaient inscrites ailleurs ou Alors, effectivement. 19 €, c'est pardon, excuse-moi, le fond de ma pensée, c'est que 19 €, c'est pas enfermant. Non. Je peux payer 19 € 2 fois, quoi. Mais c'est presque un problème, en fait. Si on devait aller plus loin, c'est que je vais te donner une phrase qui est un peu classique: ce qui est gratuit n'a pas de valeur. 19 €, c'est quoi? C'est 2 paquets de clopes. Non, mais tu vois, pour un jeune, ouais, ne fumez pas. Non, mais c'est pas cher du tout, et en fait, rien ne t'empêche de l'oublier, ce code. C'est pas comme si tu le payais 300 €. Et du coup, D'où ton enjeu de fidélisation et de faire revenir. Exactement. Okay. Et à l'inverse, t'as aussi beaucoup de gens du coup qui disent moi je suis en auto-école, mais j'ai pas envie de me déplacer à l'auto-école, donc je prends votre code de la route à 19 € en plus, ou complètement chez nous. Il retourne derrière à l'auto-école en disant c'est bon, j'ai eu mon code, et il peut passer à la conduite. Voilà. Donc on a tout le monde. On a des gens qui sont sur 2-3 plateformes en même temps, parce qu'ils vont chercher, ils vont mettre toutes les chances de leur côté en tout cas pour obtenir un maximum de questions de code, un maximum d'entraînement qui vont leur permettre d'avoir le code de la route. Ok. Une quarantaine de questions et donc plein de sets d'entraînement sur 110 000 nouveaux clients l'année dernière, c'est ça? Tout à fait. Ça donne plein de data à analyser, ça. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous suivez du coup? On suit toutes les données d'apprentissage. L'idée, c'est de se dire, je récolte un maximum de données d'apprentissage et de ces données, je vais les traiter. Alors, me demande pas comment mes équipes font. Vous êtes 81, c'est ça? On est 65. 65, pardon. 80 d'ici peu. Mais non, c'est pas grave, on est un petit peu en avance. Mais non, et j'ai des équipes data qui, elles, travaillent à fond pour justement exploiter ces données et en sortir des typologies de personnes, pour derrière utiliser les données d'apprentissage et dire celle-ci, elle correspond à tel type de personne, tel type de personne, tel type de personne. Ce qui veut dire que demain, quand tu arrives sur mon site, tu réponds par exemple à 5 questions. Et avec ces 15, voilà, donne-moi tes réponses, je te dirai qui tu es pour l'enseignement de la conduite. Et du coup, les leviers marketing pour me faire revenir ou m'activer ou me relancer. Exactement. Après, tu as tout le CRM qui rentre en ligne de compte, tu as du coaching, tu as pas mal d'outils que nous, on utilise pour pouvoir ne pas lâcher les candidats. Du coaching? Ouais, du coaching. Donc il y a un mec qui va m'appeler et me dire sur les questions de vitesse, t'es généralement mauvais. Il va pas t'appeler. Je sais pas. Il va se passer 2 choses. Soit t'es en situation d'abandon, on te repère. Je n'ai pas fait de série depuis plus de X jours, mois, où je n'ai pas rouvert un mail, etc. Donc là, on pousse le coach. Donc soit il passe par le chat, soit il appelle, et derrière on remet le candidat dans un petit programme pour qu'il s'y remette. Et la deuxième manière d'avoir un coach, c'est je suis en situation d'échec, j'ai loupé mon code 1 fois, 2 fois, 3 fois, peu importe. J'ai un coach qui arrive qui dit effectivement tu es nul sur les situations complexes. Alors, on ne dit pas comme ça parce que personne est nul, mais en tout cas, tu as des lacunes ici. On va t'aider à t'en sortir. Voilà ce qu'il faut travailler, comme ci, comme ça, etc. Et ça fonctionne super bien parce que c'est un levier de motivation. C'est un levier où tu montres au candidat que tu as un accompagnement de qualité, ce qui est vraiment important dans le permis de conduire, mine de rien. Et du coup, tu peux rattraper des candidats via le coaching et c'est un super levier pour nous pour ensuite les accompagner vers la conduite. Super. Tu fais du particulier à partir de données de groupes et de cohortes. Ouais, tu peux dire ça. Ouais, tout à fait. De la data de cohorte au CRM particulier et spécifique. Et alors, ça peut faire un titre. Il y a un autre élément qui est assez fou là-dedans, c'est que dans nos coachs, on a les 2 coachs qui font des lives de code de la route. Je pense qu'on en parlera après. Et elles sont plutôt connues, en tout cas dans les lives. Et quand un candidat décroche, il dit salut, c'est Séverine ou salut, c'est Manon. Mais Séverine des lives? Oui. Oh, mais c'est pas vrai. Et là, bon, alors là, c'est la folie parce que tu as un deuxième levier qui est la monitrice super famous qui fait 500, 600, 700 personnes en live 2 fois par semaine, c'est elle qui m'appelle. Et donc là, tu transformes encore plus le candidat avec... Je te demanderais bien si c'est vraiment elle qui appelle, mais tu vas forcément me dire oui. Ah, mais je te promets que c'est elle qui appelle. Je te ferai appeler si tu veux. Je te crois sur parole, mais... Non, c'est vraiment elle. Ok. Très bien. Je suis en train de me dire qu'il y a un premier métier qui est donc ce métier de
de cours en ligne, plus coaching, plus live. Et il y a un deuxième métier qui est vraiment le métier plateforme où tu vas mettre en relation cette fois à proximité, j'imagine, enfin un réel enjeu de plateforme en fait, de mise en relation de personnes où les données sont pas, enfin les données de l'équation sont pas du tout les mêmes. Non. Alors du coup, l'enseignement de la conduite pure, donc la production d'heures de conduite, on va dire, c'est un métier d'offre et de demande. J'ai des candidats qui veulent conduire, il me faut un certain nombre de moniteurs en face. De la même manière, je peux t'inverser le jeu, j'ai un nombre de moniteurs d'un côté, il me faut un nombre de candidats en face pour remplir les plannings. C'est facile de devenir moniteur ? Enseignant de la conduite, non, il faut... facile, je sais pas, la formation en elle-même, mais c'est 2 ans en tout cas. Donc c'est long. Ouais. 2 ans pour obtenir Alors voilà. Il y en a 35 000 en France aujourd'hui. Hein. Ouais. Alors, dans les 35 000, il y en a beaucoup qui étaient passés par le BP Caser, qui était le premier diplôme qui durait 1 an. Et aujourd'hui, c'est un titre pro ECSR, donc enseignant de la conduite et de la sécurité routière, qui s'obtient en 2 ans, 1 an et demi, 2 ans en tout cas. Et une fois que vous avez le diplôme, il suffit d'avoir un certificat médical qui donne ton aptitude à pouvoir enseigner la conduite, et ensuite tu as ta carte d'enseignant et tu peux attaquer. Alors les marchés s'autorégulent selon certains, mais si je prends 35 000 moniteurs qui bossent de manière effective une trentaine d'heures par semaine sur 47 semaines par an. On n'est pas loin du million de candidats. Ouais, c'est ça. Et tu m'as dit quoi, 35 heures en moyenne ? Ouais, c'est 35 heures en moyenne. Ouais, donc c'est ça fait entre 1 million et 1,5 million. Ouais, exactement. Mais du coup, l'élasticité du marché a cette limite que... cette limite que si la moitié des moniteurs de la conduite en France sont malades, ont le Covid ou quoi, il se passe plus rien. Mais même, en fait, très rapidement, une auto-école qui a 2 enseignants malades, elle tourne plus. Parce que il y a très peu de flexibilité dans le système classique. Chez nous, c'est pas un problème parce qu'avec 800 moniteurs aujourd'hui, je veux dire, tu à Paris, des moniteurs, t'en as énormément. Donc t'en as un qui est malade, c'est pas grave, il y en a un autre à côté. Voilà. Donc il y a cette flexibilité que nous on cherche énormément, mais on a un marché qui est un petit peu tendu et qui l'est de plus en plus parce que c'est un métier qui s'est un petit peu perdu aussi. C'est jusqu'à l'arrivée des plateformes, en tout cas, c'est un métier où tu gagnes pas beaucoup ta vie, où t'as pas d'ascenseur social, que t'aies 25 ans ou 50 ans, ton salaire il est un peu pareil. Ouais, t'as pas de management, t'as pas de montée, t'as pas de... Exactement. Non, t'es enseignant. Moniteur de conduite, point. Exactement. Et puis, faut être passionné, quoi, pour passer 35 heures par semaine dans une voiture. Tu peux te prendre des cartons, t'as des candidats qui font parfois des bêtises dans la voiture, tu dois toujours être alerte. Enfin, c'est un métier qui est pas facile. Et je le dis, c'est un métier de passionné parce qu'on a des enseignants qui sont passionnés. Et quand on les écoute parler de leur pédagogie, de leur accompagnement des candidats, etc., tu te dis, eux, c'est des bons. C'est vraiment des bons. Ok. Donc des contraintes très différentes de la partie permis, de la partie code, pardon, oui. Où tu dois arriver à faire matcher la demande, l'offre dans un secteur géographique, en plus avec du physique, puisqu'il faut bouger une voiture. Tout appartient au moniteur. Ouais, alors ça, pour faire un point très rapide, nous on a des équipes qui chassent et qui activent des enseignants. Quand je dis chasser, j'ai une ville, il me manque des enseignants, il faut que j'aille en trouver des nouveaux. Donc les nouveaux, souvent, sont des enseignants qui étaient salariés. Donc le salarié, je lui explique qu'en fait, il peut devenir indépendant et qu'en devenant indépendant, il va gagner 30 à 40% mieux sa vie. C'est-à-dire qu'il va passer sur des salaires en moyenne à 1 500 € net, à 2 500, 3 000 net, une fois toutes les charges déduites. On parle vraiment de net, de rémunération nette. Et cet enseignant, il faut l'équiper avec une société, il faut l'équiper avec une voiture, avec des assurances mutuelles, etc. Et là, donc, on a tous les partenaires pour qui s'équipent rapidement. Et aujourd'hui, en 1, 2, 3 mois, on a des anciens salariés qui deviennent enseignants de la conduite. Et je vais aller plus loin, on a même des anciens gérants d'auto-école qui nous rejoignent parce que ils mettent à profit leur vraie valeur ajoutée, c'est l'enseignement de la conduite. C'est ça qui est la valeur financière de l'activité, quoi. C'est hyper intéressant. Vous allez chasser, donc du coup, enfin ça vous arrive entre autres d'aller chasser dans les zones où c'est compliqué, où justement le salariat exactement, et que vous poussez vers l'auto-entrepreneuriat en fait. Alors auto-entrepreneur, donc c'est de la micro-entreprise ou le IRL, etc. Okay. Pas mal de sociétés unipersonnelles aussi qui ont leurs avantages pour cette activité. Hyper intéressant. Mais donc ça c'est pour la personne et pour la voiture. Alors la voiture, c'est très simple, c'est un no-brainer, ça se trouve. Renault, Peugeot, Citroën, les grands de ce monde qui fabriquent des belles voitures françaises, eux ont des véhicules qui sont de série en double commande. Donc tu vas, tu dis je veux une voiture auto, une 206 auto-école, une C3 auto-école, on te la livre. Et après tu as une autre solution qui fonctionne de plus en plus, surtout chez les indépendants. Alors mais tu peux prendre une voiture classique qui n'est pas en double commande et la faire équiper en double commande, c'est-à-dire que tu peux prendre un Duster si tu veux, tu peux prendre une Mercedes, une Audi, une Volkswagen, peu importe. Tu vas chez des équipementiers,
Ils te mettent les doubles commandes et tu as un véhicule double commande qui est aussi ton véhicule perso le week-end pour ta famille, par exemple. Faut pas que ton passager appuie. Ça dépend ce que tu as comme voiture. Mais on a des Tesla aujourd'hui. Enfin, il y a une Tesla, il me semble, ou plusieurs Tesla. On a eu parfois des voitures. Ça coûte combien de faire équiper une voiture ? Ça dépend du modèle de voiture, mais je te dirais entre 1000 et 1500 euros pour la faire équiper. C'est pas cher. Non, c'est. Je m'attendais à plus. Ouais, non. Mais ça fait une petite somme quand même, parce que si tu pars sur des voitures à 15 000 euros, par exemple, c'est 10% du prix. Ouais. Mais si tu vas sur des voitures qui coûtent beaucoup plus cher, qui font de toi, de ta voiture, une exclusivité sur un marché double commande, ça se réfléchit. T'as parlé de Tesla. Ouais. Je fais une parenthèse, mais c'est peut-être un vieux qui pose la question. On peut passer le permis du coup sur des automatiques ? Alors l'automatique, c'est une nouvelle offre qui est arrivée sur le marché il y a 2-3 ans. C'est un minimum d'heures de 13 heures. Ouais. Donc c'est plus les 20 heures officielles qu'on connaît. Par contre, une fois que tu obtiens le permis en boîte automatique, tu n'as pas le droit de conduire sur une manuelle, sauf à faire une formation de 7 heures où il n'y a pas d'examen au bout. C'est un peu le bon plan, mais bon, tu vois. On peut le dire là ou pas ? Ouais, on peut le dire, bien sûr. Mais on fait de la boîte automatique dans toutes nos villes. Non, et puis on s'en fout, je suis chez moi, je fais ce que je veux, je peux prendre un peu de temps pour poser une question qui me passe par la tête, mais c'est marrant parce que j'aurais imaginé qu'équiper une voiture ancienne, on va dire, assez mécanique, tu vois, je parle pas de boîte, je parle de mécanique en termes de moins d'électronique, était plus facile que d'équiper une voiture électronique où il y a énormément d'électronique, tu vois, et j'imagine qu'une pédale, il y a plus de fil derrière, il y a juste un truc capteur de pression, enfin. En fait, mais bon, non, je crois que c'est toujours un système de tringle. Okay. T'appuies, ça tire sur un câble, ça tire, voilà, et en fait, c'est une tringle que tu remets de l'autre côté, et forcément, quand t'appuies sur l'une, ça appuie sur l'autre. Bon. Ok, c'est très mécanique. Ouais, je pense. Ok, 2 enjeux assez particuliers et différents sur le permis libre, la partie code, la partie route et aire de conduite. Et du coup, en termes de data, j'y reviens, des suivis qui sont un petit peu différents aussi, j'imagine. Alors, tu sais que ça fait 2 semaines qu'il n'a pas pris 1 heure de conduite ou que le gars les enchaîne parce qu'il est pressé. Là, il y a l'enseignant qui rentre en ligne de compte énormément parce que c'est l'enseignant qui te donne ton plan de formation. Donc, je te dis, tu veux passer ton permis en combien de temps ? En 4 mois. Ok, pour 4 mois, on va étaler, 2 à 3 heures par semaine pendant X semaines pour qu'au bout, il y ait ton examen. Et donc, on va faire ça correctement parce qu'en fait, la conduite, passer son permis de conduire, c'est une histoire de rythme. Si tu as un rythme qui est constant, tu perds pas ton niveau, tu fais quand gagner, etc. C'est comme quand à l'école, on te dit, fais un cours de maths tous les soirs et à la fin de la semaine, t'auras toute ta tête aura appris la règle et ça va bien fonctionner. Et donc, l'enseignant a une part très importante là-dedans parce que si l'enseignant n'est pas là et qu'il ne donne pas le plan de formation au départ, le candidat, il est perdu. Alors nous, évidemment, on est derrière, on suit, on fait attention, comme tu dis, aux candidats qui seraient en situation d'abandon, qui n'y arriveraient plus, etc. Mais malheureusement, il y a des impératifs dans la vie ou des problématiques que les candidats peuvent avoir et qui vont toucher le portefeuille directement. Si tu n'as plus l'argent pour acheter tes heures de conduite, tu peux pas le conduire. Et ça, c'est compliqué parce que même si on est beaucoup moins cher qu'une auto-école classique, malgré tout, le permis de conduire, ça a un coût. Et ça a un coût qui est assez important et donc ça on peut pas échapper à des candidats qui arrêteraient parce que je reprendrai dans 6 mois quand j'aurai à nouveau les moyens. Mais globalement, nous on suit les candidats sur de la data, on les suit avec du téléphone évidemment à des moments fatidiques. J'ai fait ma première heure de conduite, comment ça s'est passé, comment on peut vous aider. J'en suis à X heures de conduite. Ah, mais vous en êtes là, c'est bientôt l'examen, est-ce que vous avez réservé votre place d'examen, etc. Donc on est quand même très très présent. Nous on met un point d'honneur à suivre les candidats et à donner un accompagnement de qualité. Donc on a un service client qui est très présent, que ce soit au code évidemment, mais surtout en conduite, où là on a un taux de décrochage qui peut être peut-être pas plus important, mais qui peut être plus risqué en tout cas, parce que quand on a fait 20 heures de conduite et qu'il en reste que 15 ou qu'il en reste que 10, c'est trop dommage d'arrêter ici. Et c'est aussi notre job de pousser les candidats à terminer cette formation où en fait ils touchent du bout du doigt l'examen. Intéressant. Dernière question, puis on reviendra sur les leviers d'acquisition. Donc vous avez énormément de données, vous avez des comportements ou des approches qui sont un peu différentes. Non, 2 dernières questions. Sur la partie code ou sur la partie permis, un moniteur qui s'est mis à son compte et qui m'a fait 20 heures parce que je les ai pris sur le permis libre, il pourrait me vendre au black pas au black parce qu'il faut que ce soit officiel, pardon, mais me vendre en direct les 15 dernières. Ouais, il pourrait. T'as raison. Alors ça, il y a un travail de fond qui est de prévenir l'enseignant de ce qu'il risque entre guillemets si jamais il fait ça. Un enseignant qui se fait choper en train de, un peu con, quoi. Il perd son autorisation d'enseigner en fait. Okay. Donc il peut plus enseigner.
Donc, est-ce que tu vas troquer 15 heures contre des milliers d'heures pendant X années, tu vois? Et donc, ça, je pense que c'est dans la tête de tous les enseignants. Et puis, il y a quand même des contrôles qui se font sur l'autorisation d'enseigner de l'enseignant, son certificat médical à jour, le véhicule à jour, les cartes grises nickel, les assurances, etc. Et effectivement, le fait que l'heure de conduite qu'il est en train de réaliser avec le candidat soit bien faite avec une auto-école ou une plateforme. Et nous, on est capable de dire, bien sûr, elle est sur le planning. Okay. Donc, elle existe. Ma question était sur la partie tech. Tu as une équipe data en interne, et du coup des comportements et des cohortes, en tout cas des personas que tu peux identifier à partir de quelques actions sur le programme de formation ou la réservation des heures de conduite par exemple. Tout est développé en interne maintenant ? Tout est développé en interne. Vous avez des outils sur étagère, je sais pas. On a plein d'outils qu'on utilise. Alors on a des choses alors évidemment on utilise des SaaS chez des sociétés un peu partout pour s'équiper, mais globalement nous, que ce soit la tech ou la data, tout est fait en interne. L'idée, c'est de dépendre un minimum des autres et un maximum de nous-mêmes, d'être en mesure d'être propriétaire de la totalité des contenus qu'on fait, mais aussi de ce qu'on exploite. Et de pouvoir, du coup, nous, en interne, se dire, OK, demain, on a besoin de cette donnée, on a besoin de cette feature, on a besoin de ceci, cela. On est capable de la développer ou en tout cas de tirer les informations très rapidement. Donc ça a des avantages, des inconvénients. Les avantages, c'est qu'on a tout de suite. Les inconvénients, c'est que quand ça pète, c'est nous qui réparons tout de suite. Et ça peut prendre le pas sur plein d'autres choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus d'avantages de tout avoir en interne que d'avoir externalisé une partie des sujets. Et sur les 65 personnes dans l'équipe, du coup, quelle est la part de l'équipe technique ? Alors l'équipe technique, on a une douzaine de personnes. L'équipe data, on a 5 personnes. On va avoir la 5e qui va arriver. Donc ça fait une équipe de 17-18 personnes. Mais 50% de l'équipe tech sur l'équipe data, c'est intéressant ça. Alors après, on cherche beaucoup, on recrute beaucoup de tech, mais bon, c'est un marché qui est assez complexe. Ah bon, j'ai pas remarqué. L'objectif, ce serait d'arriver très vite et une vingtaine de tech, donc voilà, elle prendra largement le pas sur le reste. Cool. Alors je reviens sur les leviers d'acquisition et d'activation pour atterrir tranquillement sur cet épisode du panier qui est passionnant parce que c'est un milieu que je découvre. Et puis on terminera sur une question toute bête, mais je te demanderai si... Enfin, quel avenir tu prévois ou tu visualises dans ton industrie, dans ta verticale, et quel impact peut avoir, je vais dire métaverse, qui est un gros mot parce qu'on entend tout le temps en ce moment, mais quel impact on peut imaginer sur de la virtualisation. Voilà. Mais commençons par les leviers. Donc, on une belle présence sur TikTok et sur les réseaux sociaux parce que c'est les mœurs, tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'enseignement de vos personas et de vos cibles. Quel autre levier ? Où est-ce que je traîne quand j'ai 18 ans et que tu veux me vendre un permis de conduire ? C'est Internet. Globalement, on maille sur tout Internet, que ce soit sur de la publicité que tu vas rencontrer sur les sites que tu suis, sur tes réseaux sociaux, sur du Google. Je veux dire, aujourd'hui, un jeune soit... Pardon, je refais le pont, et le bouche à oreille et les avis. Ça, j'en parle pas assez, mais c'est des pubs qui sont excellentes pour nous. Je veux dire... j'ai 18 ans, je viens de passer mon permis avec le permis libre, j'ai un pote qui veut passer le permis, je vais lui parler de le permis libre. Pour toutes les raisons qu'on connaît, le prix, Internet, etc. On a des systèmes de parrainage, nous, en interne, évidemment, qui fonctionnent. On t'offre 10 € à chaque fois que l'un est parrainé et le parrain reçoit 10 € aussi, qui sont valables sur le code, sur les heures de conduite, etc. C'est des choses qui fonctionnent. Et ensuite, on maille de la publicité un peu de partout, forcément sur le web, et on essaie d'avoir des ROI qui sont bons pour pouvoir aller toujours plus loin. Et alors ce persona, le jeune, je déteste ça, mais il cherche sur Google. En dehors du bouche à oreille, une fois que tu es sorti du bouche à oreille, il y a des réseaux sociaux où t'as pu éventuellement le targeter. Et après, je te poserai la question de la saisonnalité, mais il va sur Google. Je vois que vous êtes... Alors, il y a de la concurrence. J'ai tapé 2 choses en fenêtre anonyme pour tester mes permis pas chers, et ensuite permis en ligne. Permis en ligne, je vous explique, chers auditeurs, comme ça vous n'avez pas à le faire. Il y a beaucoup d'annonces, 4 au début, 3 à la fin, je crois. Vous êtes dans les annonces. Le premier résultat qui sort dans permis en ligne, assez intéressant, c'est le site du gouvernement, de l'ANTS. L'autorité nationale des titres de l'ANTS. C'est l'Agence nationale des titres sécurisés. Et vous êtes juste derrière. Donc, magnifique. Félicitations. Et sur... j'ai tapé quoi ? J'ai tapé permis pas cher. Je me suis dit que c'était certainement... là aussi, vous êtes... On n'est pas loin. Vous n'êtes pas loin. Ok. Alors l'ANTS, c'est normal, hein, c'est eux qui créent le dossier de permis de conduire. Vous êtes plus loin sur permis pas cher. Ce qui est bien, parce que c'est pas forcément qualitatif. Ouais, carrément. Je suis content d'être sur la première possibilité. Non, mais après, t'as aussi autre chose, c'est l'effet parent les parents regardent beaucoup, hein, on laisse pas son enfant partir comme ça dans une auto-école, et là, Google est important pour les parents. C'est-à-dire que tu vas taper auto-école Lyon,
auto-école pas chère, auto-école en ligne, etc. Et ça va pousser. Et de la même manière, la presse s'adresse énormément aux parents aussi, qui voient des articles, qui voient ces nouvelles manières de faire, etc. et qui vont permettre d'être des leviers derrière, ou en tout cas de la notoriété qui va répondre à nos leviers. Tu vois, le permis libre dans le Figaro. Derrière, tu vas taper sur Google le permis libre plutôt que de taper auto-école en ligne pas cher et d'avoir tous les mecs qui sortent. Mais aujourd'hui, non, le jeune, au-delà du bouche à oreille, au-delà des réseaux sociaux, il va nous connaître en tapant sur Google, en voyant le maillage quand il va se balader à droite à gauche pour peu importe. Il va nous voir aussi, et ça, tu fais bien de me relancer sur la question. Twitch, YouTube, énormément. On est beaucoup sur ces réseaux-là. Forcément, c'est de la micro-influence, mais on a aussi de l'influenceur pur. Sur du Twitch, on en voit vraiment pas mal. Mais du coup, le parcours sur les 70 000 nouveaux, enfin 73 000 si je prends ton... Je sais plus, peu importe. Bref, 75 000 nouveaux clients de cette tranche d'âge l'année dernière. C'est l'ado qui, enfin le jeune adulte pardon qui veut j'ai pas dit jeune, le jeune adulte qui veut passer son permis, c'est ses parents qui lui proposent, c'est eux qui cherchent, comment ça se passe, c'est lui qui leur dit j'ai envie de passer le permis, il se trouve qu'un copain lui en a parlé, il en parle à ses parents, c'est ses parents qui choisissent. C'est pas rien comme somme en plus. Non, ça mais coûte toujours 700 balles un permis. Mais en fait, comme t'en parles code à 19 €, parce que c'est ça notre produit d'appel. Comme quand t'es dans le code à 19 €, en fait, le jeune il peut dire à ses parents c'est 19 €, les parents ils vont dire ah bon, c'est pas très cher. Ils regardent, ok, ça a l'air quali, ok, on prend le code et puis après si le code se passe bien, on embraye sur la suite. C'est ça en fait la réalité. Nous on a un produit d'appel, en fait si tu veux. Mais ton produit d'appel il est pas beaucoup plus ou moins cher que la concurrence. Enfin, non. On est dans cette. Et là après, si t'es un jeune de 18 ans et que tu fais un benchmark des 2-3 auto-écoles en ligne qui existent, tu vas aller voir le style, le produit, ce qu'on te propose, les avis, et c'est là où la décision va se prendre. Mais je pense que c'est des décisions qui sont quand même très instantanées. Ça te plaît, t'y vas, ça te plaît pas, t'y vas pas. Et après, il y a effectivement la concurrence sur la notoriété qui est quand même importante, où la répétition va sûrement faire beaucoup de choses dans le choix de l'ado, du jeune. Et en plus, tout ça s'inscrit dans une certaine saisonnalité. Oui. Alors, on a une saisonnalité en auto-école. En fait, elle suit un petit peu la saison des examens, la saison de l'école, que ce soit le lycée ou les premières années d'études. Janvier, les bonnes résolutions. Puis, tu as passé tes partiels avant ou tu viens de les terminer mi-janvier. En janvier, tu t'inscris pour l'avoir l'été. Janvier, ils s'inscrivent. C'est l'objectif, souvent. Il est pas coché, mais ça y va. Après, t'as avril, qui est une bonne période. Et après, t'as juin, juillet pour ceux qui ne passent pas le bac ou qui sont en études supérieures. Okay. Qui est une bonne. Septembre, c'est mort. Septembre, on attend les plannings, on attend les emplois du temps, on attend les calendriers de l'année. Et octobre, ça reprend fort. Et décembre, t'oublies. Quel type de friction, du coup, tu rencontres au cours de ces parcours? Enfin, donc, on est en train de voir les parcours de l'acheteur. Ouais. Au final, j'imagine que c'est les parents qui achètent, qui mettent le numéro de CB, ou le jeune met le numéro de CB, Ouais. Alors ça, j'ai pas vraiment. Ça, je t'avoue que j'ai pas vraiment de données, mais oui, je pense que à 16 ans maintenant, ils commencent à avoir des petites cartes bleues de plus en plus. Je sais pas. Résumé peut-être un peu trop hâtif. Mais ce qui est intéressant, parce que du coup, ça me pose la question des services qu'il peut y avoir autour. Alors, il y a des concurrents qui vendent de l'assurance, mais est-ce qu'il y a, tu vois, du financement que tu pourrais. Alors. Aujourd'hui, il y a deux types de financement pour les parents. Par exemple, c'est du 3 fois sans frais, ça c'est très simple. Et puis après, on a une deuxième partie de notre clientèle qui, elle, passe par le CPF, qui est du financement pur, mais dans le cadre de ton évolution professionnelle, où mon CPF, via la plateforme moncompteformation.gouv.fr, va pouvoir te permettre de financer ton permis de conduire. Donc, de la même manière que sur le site classique, on va avoir des offres où tu vas pouvoir prendre du code plus quelques heures, du code plus beaucoup d'heures, juste des heures de conduite. Et là, on a un financement aussi qui est assez important, mais là, on est sur du 25-35 plutôt. Il n'y avait pas un engagement gouvernemental en plus à simplifier l'accès au permis de conduire? Si. C'est en cours. Okay. C'est en cours. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Me répond Romain avec un grand sourire, Non, mais si tu veux, on y a participé. Il s'est passé plein de choses ces dernières années, mais aujourd'hui, en fait, ça prend du temps. Et puis aujourd'hui, on va pas se mentir, il y a 2-3 sujets qui sont importants. Il y a la réduction des délais de passage à l'examen pratique. Donc, ne pas refaire des heures en attendant sa place d'examen. Réduire les lourdeurs administratives. Je crois que c'est un sujet en France qui couvre beaucoup de secteurs et pas que le permis de conduire. Et encore réduire le prix du permis de conduire. Mais réduire le prix du permis de conduire, c'est réduire les lourdeurs administratives et réduire les délais de passage. Voilà.
C'est le programme de Gaspard Koenig, le philosophe que vous pouvez entendre d'ailleurs sur Génération Do It Yourself. Il était interviewé, on a eu la chance de le croiser aussi à plusieurs reprises, mais simplification de la France, malheureusement, il n'a pas eu, je crois qu'il s'est arrêté à une centaine de signatures pour les élections, donc ce ne sera pas pour cette fois. Du bouche à oreille, de la communication sur les réseaux sociaux, avec, je vous invite, chers auditrices, auditeurs, à aller voir le compte de Le Permis Libre sur TikTok, parce que vous en faites une belle utilisation, du Twitch, du YouTube, de la réassurance avec des articles sur des... tu as dit les échos, je crois, tout à l'heure ou autre, mais en tout cas... de la presse. La réassurance avec de la presse traditionnelle, parce que tout à fait. pour rassurer l'acheteur qui souvent, ou le financeur qui souvent est les parents. Évidemment du SEO, j'ai dit, je donnais quelques éléments, vous êtes bien placé, et de l'achat média en paid search. Tout à fait. Pour être sûr qu'on clique sur le... T'as des meilleurs mots que moi sur ok, non, mais j'essaie les outils, clairement. Passionnant. Écoutez, chers auditrices, auditeurs, si vous avez encore des questions, surtout n'hésitez pas à contacter Romain sur LinkedIn. Romain qui vous répondra, j'en suis certain. Avec plaisir. Moi, j'en ai une dernière pour atterrir en... Est-ce que c'est la dernière ? Ouais, je pense. Allez, une dernière pour atterrir en douceur, c'est le monde change. Ouais. Non, mais dans quelle mesure est-ce que on peut imaginer un permis en réalité virtuelle, en métaverse, j'en sais rien. Alors, tu vois, sur une approche différente que simplement une image et un QCM. Ouais, je suis entièrement aligné sur le fait que le monde change. Dans la vision, ça fait 2 ans qu'on bosse déjà sur des sujets de VR, donc de VR 360. Tu es acteur, tu n'es pas acteur, tu es spectateur dans un premier temps. Donc, on a développé, je crois, 5 ou 6 vidéos que tu peux utiliser de ton portable ou d'un casque de VR directement, où en fait tu es mis à la place du conducteur et tu as la fameuse Séverine qui est à côté de toi et en fait qui te donne un cours virtuellement de conduite. Je vais te citer les principaux, mais le créneau, comment se garer, et les ronds-points. Comment prendre un rond-point correctement entre le clignot, le fait de tomber tes vitesses, de remettre un peu de vitesse quand tu vas sortir, etc. Et en fait, toi, t'es spectateur à côté de Séverine et elle t'explique de A à Z comment faire toutes les manips. C'est une vidéo où il y a de l'interaction. Non, c'est une vidéo pour l'instant. C'est une vidéo mais 360. Ouais. Okay. Les interactions arrivent. Mais aujourd'hui, voilà, on a emboîté le pas. Je l'avais présenté au Big il y a 2 ans sur un plateau. Et depuis, on a... Au Big, pardon. Ouais, c'est la BPI qui organisait un salon, enfin qui organise toujours un salon des entrepreneurs. Ah, BPI France Inno Génération. Ouais. Génération. Tout à fait. Ouais, j'aurais pu le dire. Inno Génération, donc le Big. Pardon, ouais, pour moi. Ouais. Pas de souci. Du coup, on peut imaginer du coup que la VR fasse partie demain intégrante des formations. En tout cas, nous, c'est ce qu'on aimerait faire parce qu'on est en train de travailler sur justement de la prévention routière pour essayer de mettre les jeunes davantage dans des situations qui peuvent être compliquées, complexes, voire dramatiques, et leur montrer un peu ce que ça peut donner. On veut pas faire peur aux gens, on veut qu'ils apprennent à conduire, hein. Mais y a pas mal de ça là-dedans, et sensibilisation surtout via la VR. Et on est en train de travailler, je le disais, sur de la VR qui va être beaucoup plus dynamique que d'être simplement un spectateur. Et moi, je pense qu'il y a un vrai sujet autour de ça. C'est déjà le cas dans des pays comme la Chine, qui sont quand même pas mal en avance. Et eux font beaucoup de cours sur de la VR, justement. Passionnant. Et j'imagine que quand on sera tous équipés d'Oculus ou autre, on pourra facilement rentrer dans une voiture et se faire une heure de conduite. C'est le préparation en tout cas. C'est le principal frein aujourd'hui, hein, c'est l'équipement. Mais bon, avec les données qui sont envoyées en ce moment dans les 5 ans, ce que ça va être, je pense qu'on a eu raison de se lancer là-dedans et de continuer maintenant. Merci infiniment pour ton temps. Félicitations, je bafouille, Romain, à toi et à Lucas, ton associé. C'est un très beau développement. Vous êtes 2-3 gros acteurs sur le marché, notamment un autre acteur qui a fait beaucoup de bruit avec une énorme levée de fonds. Vous avez levé 1,5 million à date pour plusieurs dizaines de millions de CA. C'est une belle efficacité. Je vous invite aussi, chers auditrices, auditeurs, à aller jeter un coup d'œil au compte TikTok pour voir un peu ce que vous faites, parce que c'est intéressant, ça fait de la vue, ça fait du like. Ouais. Presque 120 000 followers, 1 million de likes. 1 million de likes ? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas mal, c'est une belle utilisation. Sur l'utilisation TikTok, d'ailleurs, je vous recommande aussi l'épisode que j'avais fait, le catch-up avec Lisa Nakam de Jonac, qui aussi fait une belle utilisation
du réseau en utilisant les codes, les mœurs, les approches, sans travestir les valeurs de la marque, parce que c'est assez facile de se perdre et de faire un cliché, je trouve, de TikTok. Vous le faites bien, c'est intéressant. Merci infiniment. Merci Laurent. Et chers auditrices, auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt. Salut Romain. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. À bientôt.